Et je pense qu'on peut le constater. Le PNP se porte très bien, d'ailleurs. Vous continuez pas à tenir vos meetings hebdomadaires? Oui, les réunions hebdomadaires continuent. Il y a même plus de monde qu'avant. Et chaque samedi, nous continuons par faire réunir un public énorme. Et désormais, il y a les journalistes qui font un tour là-bas pour voir ce qui se passe et pour en parler dans leurs journaux. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait tout ça? Comment vous avez construit tout ça? Parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on nous dit que vous êtes venu hier, là. Personne ne vous a vu venir. Comment vous avez fait qu'en très si peu de temps, vous avez pu mobiliser des Togolais de cette façon? J'ai toujours rappelé que si le PNP est une nouvelle formation politique, ceux qui ont fondé le PNP sont loin d'être des nouveaux acteurs politiques dans ce pays. Il y a longtemps que ceux qui ont fondé le parti politique, le PNP, ont suivi. Pour la plupart, les gens ont été acteurs de la vie politique depuis 1987. Et c'est sur une analyse très précise, une évaluation de la situation, donc du contexte dans lequel on se trouvait, que nous avons lancé le PNP et nous en avons tenu compte pour la stratégie qui nous a amené aujourd'hui à d'abord commencer dans notre salle de conférence à réunir une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes. Après, à l'arrière-cour, une centaine de personnes et maintenant nous sommes dehors. Ce n'est plus possible de tenir à l'intérieur. Oui, je pense que les formations que nous avons organisées au niveau de notre siège et au niveau des sièges à l'intérieur du pays, oui, ces formations ont payé. Nous avons essayé de sortir certaines thématiques des amphithéâtres, des grands salons, des grandes salles de conférences pour les mettre dans le bas quartier. Des questions sur la Constitution, des questions sur l'histoire politique du Togo, des questions sur le budget par exemple, les finances publiques, sur comment est-ce que les marchés publics sont attribués, sur le système éducatif, sur le système sanitaire. Oui, c'est des questions concrètes qui s'adressent aux populations et nous le faisons aussi, en plus de la langue française, nous le faisons en langue et nous pensons que ça a contribué à la mobilisation que nous avons aujourd'hui. Heureusement, cette mobilisation aujourd'hui devient nationale. Et ce n'est pas en 9 mois que vous avez fait ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis que nous sommes nés le 19 avril 2014, nous avons commencé ce travail ici à Lomé, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu orphelin de votre secrétaire général qui est à la prison. Oui, c'est triste. C'est triste. En plus du secrétaire général, nos militants sont arbitrairement détenus. C'est quoi leur faute? Ils sont sortis manifester pacifiquement. On les arrête. Vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal de Lomé. Le collège des avocats a démonté le dossier. Ce n'est pas pacifique ce que nous avons observé au niveau de l'échangeur ce 19 et 20 août dernier. Tout le monde sait tout le monde sait que c'est le fait du pouvoir. Tout ce que l'on vous raconte n'est que mensonge. Tout le monde sait que ce régime a été bâti sur la violence, de l'argent et du mensonge. Tout le monde le sait et ça ne trompe personne. Ni les Togolais, ni les Africains avisés, ni les amis du Togo de l'Afrique. Tout le monde sait que ce système joue du mensonge. Et eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils racontent est du faux. Alors, vous déclariez sur TV5 Monde au début des manifestations que votre sécurité n'est plus garantie, que vous craignez pour votre vie. Apparemment, vous n'êtes pas dans le maquis puisque vous êtes avec nous ce matin. Sérieusement, Tikpi Atchadam, votre sécurité était-il menacée ou vous vous mettez tout seul la pression? Même les maquisards ne sont pas en permanence dans le maquis. De temps en temps, on quitte le maquis. Même les Che Guevara quittaient le maquis de temps en temps. Au fait, nous ne l'avons pas dit par une idée de pur esprit. Non. Vous avez des éléments réels? La ronde autour de ma résidence est de jour et de nuit et elle est permanente. Quand vous venez chez moi, vous êtes filés. Tous les journalistes qui sont venus chez moi discuter de la situation avec moi, donc la presse étrangère et nationale, chaque délégation est suivie jusqu'à mon portail. La nuit, je vois un défilé de véhicules banalisés qui viennent jusqu'au niveau de la sécurité. Et quand je sors, je suis filé. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça, c'est du concret. Et ce régime, on le connaît. On ne vient pas d'arriver au Togo, là. Nous connaissons ce système. Et c'est sur des éléments concrets que j'ai dit, que j'ai affirmé que ma vie était en danger. Mais ce n'est pas une raison pour disparaître. C'est pour cela que de temps en temps, je dois réapparaître pour continuer la lutte, pour soutenir cette lutte du peuple togolais. Oui,
Le peuple s'expose aussi et chacun doit à un moment donné, à un moment ou l'autre s'exposer. En même temps, vous savez ceux à qui vous avez affaire. Oh, bien sûr. Si vous décrivez le régime comme cela, vous ne devez pas avoir peur, vous devez les affronter. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en retrait finalement? Parce que de temps en temps, il nous revient que vos militants ont le sentiment que vous les abandonniez. S'ils avaient le sentiment que je les avais abandonnés, ils ne continueraient pas à affluer à la réunion de samedi. Donc ce n'est pas exact. Deuxième élément. Vous tenez cette réunion vous-même? Je ne tiens pas la réunion moi-même, même le parti continue. S'ils avaient été déçus que leur président les avait abandonnés, ils ne seraient pas encore là à venir aux réunions. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, à la veille de chaque marche, chaque manifestation, je sors une déclaration. Je continue de parler aux Togolais, je continue de parler aux militants du PNP. Donc, on ne peut pas dire que j'ai disparu, on ne peut pas parler même d'absence. Je suis là. La preuve, je suis en train de vous parler encore. Tipi Yatadam, on a écouté les autorités durant ces dernières semaines. Le PNP est présenté comme un parti intégriste, islamiste. Que répondez-vous? C'est quoi le PNP dans le fond? Je n'ai pas à réagir aux niaiseries. C'est de la niaiserie intellectuelle. Non, on ne va pas parler de niaiserie intellectuelle, mais il y a un fait. On vous accuse d'un parti ou de créer un parti intégriste, islamiste. Le problème est simple. Le RPT Unir veut avoir des ennemis en face. Quand ils regardent le PNP en face, ils trouvent des adversaires politiques qui les attendent sur le terrain du débat intellectuel. Et ça les met mal à l'aise. Ils veulent coûte que coûte un ennemi à abattre. Voilà pourquoi ils passent par tous les moyens pour nous armer. Ils nous remettent des armes, nous n'en voulons pas. Le RPT Unir veut armer le PNP. Quelle arme? Et c'est pour ça qu'ils brandissent les armes, soi-disant, et armes arrêtées, armes récupérées, des membres du PNP avec des armes, ainsi de suite. Nous avons croisé les bras pour une lutte pacifique, mais ils veulent nous tendre une arme. Nous n'accepterons pas. Nous avons mis pendant 2 ans et plus à former nos militants au pacifisme. Mais ce régime veut nous armer. Nous n'en avons pas besoin. Quand vous parlez d'intégrisme, vous savez, il faut avoir lu aussi sur l'histoire des religions. Il faut avoir lu aussi sur la guerre des religions. Il faut s'instruire sur l'islam africain, l'islam négro-africain, pour savoir de quoi on parle. Maintenant, on ne devient pas intégriste du jour au lendemain. L'islam togolais n'est pas un islam d'intégriste. Et je vous l'ai toujours rappelé, j'ai grandi dans un milieu thème où vous avez côte à côte des églises et des mosquées et ça n'offusque personne. Des minas, des évêques chrétiens, de Lomé, d'Aného, de Tchévi ont étudié à Sokodé sans avoir eu un problème religieux. Pas une seule fois. Alors d'où vient aujourd'hui que l'on taxe l'islam du Togo comme étant un islam intégriste? Est-ce que vous comprenez justement qu'on vous présente comme tel aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ça? Je venais de vous dire qu'une RPT veut avoir en face un ennemi à abattre. Ils veulent se faire une guerre. Ils veulent se faire leur guerre. Nous n'en avons pas besoin. Et quand nous nous présentons en pacifistes, ils sont dérangés. Ça déjoue tout leur plan. Parce que c'est leur terrain, la violence. Le terrain de la violence, c'est leur terrain. Et comme ils ne nous voient pas sur ce terrain, ils sont mal à l'aise. Ils veulent coûte que coûte nous mettre sur leur terrain, là où ils sont très à l'aise. Il y a quand même plusieurs audios qui ont circulé entre-temps sur les réseaux sociaux, des gens qui se réclament du PNP, qui appellent, c'est vrai, à la manifestation, mais aussi à la violence et consorts. Qu'est-ce qui a englouti les ressources de ce pays? En même temps, vous n'avez jamais démenti. Si, j'ai démenti. J'ai démonté ce montage macabre, ce montage rigolo que l'on a exploité. Faux et usage de faux, ces images que l'on a utilisées, oui, j'ai démontré, images à l'appui, et à la presse nationale et à la presse internationale. Mais qu'est-ce qui a englouti les ressources de ce pays pour qu'on n'arrive pas au développement aujourd'hui? C'est les renseignements, c'est le coût de la manipulation politique. Mais écoutez, pourquoi quand on se met à faire de la politique, on n'a pas en face le RPT Unir, on a en face le ministre de la Sécurité, les gendarmes, la police et l'armée? Pourquoi? Dans quel pays vous avez vu ça? Un parti politique n'a pas en face le parti au pouvoir, mais il a en face l'armée et la police. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le PNP a en face le ministre SIARC et la sécurité. Nous devons avoir en face un parti politique. Mais comme c'est un parti État, oui, donc nous avons en face tout l'arsenal étatique. Et vous savez que le travail qui est fait là-bas, c'est du montage. Eux-mêmes, ils le savent. Si vous les prenez en aparté, ils vont vous dire, écoutez, nous sommes obligés de faire ce montage. Ils savent que tout ce qu'ils racontent est faux. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Alors, ça fait quand même 6 semaines, Tipi Yatadam, que vous mettez
cette pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé, que recherchez-vous réellement? Créer le rapport de force ou obtenir pur et simple départ de Faure Gnassingbé du pouvoir? Vous savez, je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui a commencé le 19 avril 2017 est tombé dans le domaine public de l'opposition. Et aujourd'hui, on peut même parler d'un éveil national. C'est-à-dire que c'est à l'unisson que tous les Togolais sont debout aujourd'hui, de Saint-Cassé à Nero et dans la diaspora, pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Et si le pouvoir n'accède pas à cette demande, il doit partir. Voilà ce qu'on demande, et c'est très clair. Mais avez-vous vu dans un pays... Non, pour mieux comprendre, c'est-à-dire qu'au début, vous dites, vous ramenez la Constitution de 92, vous permettez à la diaspora de voter. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire les deux, vous quittez le pouvoir, c'est ça? Je reprends ce que j'ai dit. Allez-y. Le PNP a toujours réclamé le retour à la Constitution de 1992, l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Et si Faure n'est pas accessible à ça, il doit quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas accessible au retour de la Constitution de 92. C'est pour ça que le peuple demande son départ. Parce qu'il n'a pas réagi. Quand nous parlions de réforme, il n'a pas réagi. Il est allé chercher à nous proposer une monarchie, une nouvelle constitution. C'est pour ça que nous nous sommes dit, écoutez, puisqu'ils sont dans la logique d'une nouvelle constitution, eh bien, ce sera leur condition contre la nôtre. Donc, il nous ramène à la Constitution de 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. S'il n'est pas perméable à ça, eh bien qu'il quitte. Mais qui est prêt à accepter une monarchie en ce moment? Qui vous a dit que nous sommes dans une monarchie? Je suis en train de vous dire que la Constitution qu'on allait nous proposer était une monarchie. Ils étaient en train de proposer une monarchie. Quand on demande, ça a été la demande de l'opposition depuis des années. Les éléments caractéristiques de la monarchie, c'est quoi? C'est le pouvoir de père en fils et dans la durée. Aujourd'hui, on veut limiter le mandat présidentiel. On veut offrir aux Togolais la possibilité de voter deux fois pour le chef de l'État. On vous parle de compteur à zéro. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qui fait que Faure a été président en 2005? Sa seule légitimité, c'est qu'il était le fils de Yadema. C'est tout. Légitimité par simple filiation. Légitimité par filiation, c'est tout. Et il a eu besoin d'être là, d'être président en 2005 pour être encore président en 2010. Oui. Et il veut continuer, c'est tout. Il veut diriger à vie. Mais écoutez, nul n'est dupe. Ils ne veulent pas de l'alternance. Tout ce qu'ils avancent n'est qu'argutie. Ils ne veulent pas de l'alternance. Vous ne croyez pas du tout? Non, ils ne veulent pas de l'alternance et c'est clair, eux-mêmes le savent. Nous débattons pour rien finalement. La crise de confiance est tellement poussée qu'aujourd'hui vous ne croyez en rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà un régime qui ne respecte pas des accords signés. Voilà un régime qui ne connaît pas la parole donnée. Voilà un régime qui viole des accords signés. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Il ne nous croit plus. La parole donnée, c'est par leur Faure. Et Faure disait plus de morts pour cause politique, mais on continue de tuer. Mais il a dit, on continue de tuer. Le PNP a enterré des militants. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés et détenus arbitrairement. Nous n'y croyons pas. Mais pourquoi subitement? Mais qu'est-ce que ce régime faisait depuis 11 ans? Depuis la conclusion de l'accord politique en 2006. Qu'est-ce qu'il faisait depuis là? Si ce n'est allé nous proposer la monarchie. Si au moins il s'était limité à ne pas mettre en œuvre l'accord politique, ils disent non. Nous allons vous proposer une monarchie et on va mettre le compteur à zéro. C'est inacceptable. Et le peuple togolais n'est pas prêt à accepter ça. Et vous l'avez vu dehors, la preuve est concrète. Ce n'est pas une vue de l'esprit là. Tout à l'heure, on va aborder la question principale de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a un peu plus de 10 jours maintenant, avec le vote de cette loi que le gouvernement a envoyée à l'Assemblée nationale. Mais on a vu que lors des manifestations, beaucoup de Togolais étaient dans la rue. Après, on a vu que le pouvoir aussi a mis dans la rue ses militants. Alors quand on fait la comparaison, chacun a son peuple. Pourquoi vous parlez de tout le Togo finalement, Tikpi Atedam? Oui, chacun a son peuple. Mais j'imagine qu'une minorité qui s'accapare les richesses du pays ne peut pas avoir le peuple. C'est logique. Maintenant, il y a une différence entre les manifestations. D'un côté, on vient en bus, bien véhiculé, on reçoit 5 000,
par tête. Et puis on ne craint pas la police, on ne craint pas la répression. De l'autre, les gens viennent volontairement, ils ne reçoivent pas un seul franc, et c'est même là qu'ils sont plus nombreux. L'opposition a manifesté à l'intérieur du pays, à Dapaon, à Mango, à Kara, à Bafilo, à Sokodé, à Tchamba, à Palimé, à Agné et à Lomé, dans la diaspora de par le monde. Où est-ce que l'UNIR RPT a manifesté? Seulement dans un coin de Lomé, à coût de millions. Et c'est même marché pour certains du UNIR. Mais n'oubliez pas, le travail que nous faisons contribue aussi à libérer les candidatures au niveau de UNIR. Ils sont des dizaines. Ils n'ont rien demandé. Ils ont des dizaines. Si aujourd'hui le pouvoir s'en va, vous allez voir des dizaines de candidatures à la présidentielle dans le camp de UNIR. Mais aujourd'hui, vous avez des informations par rapport à ça, sérieusement? Ils veulent que vous veniez aussi les libérer? Nous travaillons à c'est pour ça que c'est dérangeant, c'est pour ça que nous sommes frustrés. Nous travaillons même à les libérer. Et ils nous empêchent de bien travailler, ils nous tuent en plus. Si fort se met de côté, vous allez voir le nombre de candidatures à unir, vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc nous travaillons aussi à libérer des candidats au niveau de unir. Ils le savent. Mais pourquoi ils nous empêchent de faire un travail d'intérêt général pour eux et pour nous? Pourquoi ils nous tuent? Pourquoi ils nous emprisonnent? Pourquoi ils tirent à balles réelles sur nous? On vous tue? Il y a eu des morts, ce n'est pas nouveau, ça c'est pas moi qui vous informe. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres, ils pourchassent les gens jusque dans les mosquées. C'est quoi cette histoire? Quand je sors pour manifester pour unir, je ne crains rien. Mais quand je sors pour manifester pour l'opposition, je ne suis pas sûr de revenir à la maison. Deux poids, deux mesures, ça n'a pas de sens. Il faut respecter les itinéraires tels que conseillés par le gouvernement. Et le tour est joué. C'est quoi les itinéraires? Des gens vous proposent. C'est le premier couac. Vous vous rappelez le 19 août? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les gens vous proposent de finir votre match dans un stade. Vous n'êtes pas en train d'organiser un meeting. Dans le même temps, ils ont déjà préparé des images de stade pour dire que vous êtes armés et justifier un holocauste. Justifier un massacre. C'est ça, c'est ce que vous voulez? On n'est pas en train d'organiser un meeting. À Lomé, ils veulent nous mettre, ils veulent que la marche finisse au stade d'Agoy. Le stade d'Agoy, ce n'est pas un domaine public, c'est un domaine privé. Il faut l'avoir loué et puis on n'était pas en train d'organiser un meeting. Non, itinéraire. Il ne faut pas de la nation numéro 1. Mais la porte de Brandenburg a été occupée en Allemagne. Là, il y a un hôtel très cher où les grandes célébrités du monde se retrouvent dans un hôtel comme ça. Cet hôtel a été bloqué. Des Togolais ont bloqué la porte de Brandenburg. Vous imaginez des millions perdus là-bas? Les Togolais n'ont pas eu de difficultés à manifester au Nigeria. Ils sont étrangers là-bas. Ils n'ont pas eu du mal à manifester au Ghana, aux États-Unis, à New York et à Washington, même devant la Maison Blanche. C'est quoi votre national numéro 1? Ils ne veulent pas de l'alternance, c'est tout. Mais à imaginer que l'opposition dise, très bien, cette manifestation-là, ou le PNP, le 19 disent, cette manifestation, c'est plutôt pour soutenir fort, et il n'y a plus de rues interdites. Tikpi, vous voulez organiser de l'insurrection au Togo, c'est ça? C'est ça votre objectif? Le mot insurrection, je le connais, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je connais le mot insurrection, je ne viens pas de l'entendre pour la première fois. Il est dans le vocabulaire, je le connais depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais utilisé de ma bouche. Pourquoi les gens me prêtent des mots? Si j'ai envie d'utiliser le mot insurrection, je l'utiliserai. Je ne l'ai jamais utilisé, ce mot n'est jamais sorti de ma bouche depuis que le PNP est né. Le mot insurrection n'est jamais sorti de ma bouche. Il y a des synonymes. On peut facilement. Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot insurrection? Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot? J'ai choisi mes mots. Si je veux utiliser un mot, je le sors. Qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Depuis que le PNP est créé, je n'ai pas sorti de ma bouche le mot insurrection. Pas une seule fois. C'est vrai, je parle rapidement, mais je m'écoute. J'ai deux oreilles et une bouche. Donc je m'écoute largement. Est-ce que ce ne sont pas vos propos assez durs, votre façon d'être catégorique, qui font croire ou fait dire finalement que vous n'êtes pas loin de l'intégrisme? La vérité a besoin de précision. La vérité, ce n'est pas quelque chose de vague. La vérité, c'est quelque chose qui a des contours précis. C'est pour ça que quand on s'attache à la vérité, il faut être précis. C'est aussi pour ça que la science fait l'effort d'être précise. Vous êtes assez dur quand même dans vos propos. Ça, c'est votre qualification. Moi, mais qu'est-ce que vous croyez? En 2017, on va nous imposer une monarchie, un pouvoir à vie.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez dans la sous-région, quel pays est gouverné de la sorte? Vous connaissez un pays où tout ceci se passe. Tout ceci se passe depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas ouvert sa bouche. Qu'il parle au moins à la minorité. Vous aimeriez l'écouter finalement, Faure Gnassingbé? Ce n'est pas que j'aime l'écouter, mais j'estime que même quand on est père de famille et quelque chose se passe dans la maison d'anormal, le père de famille doit dire un mot. S'il ne dit rien, c'est peut-être qu'il s'en fout. Ou ça ne l'intéresse pas. Alors, si ce qui se passe au Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'intéresse au pouvoir au Togo? Si le problème de Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'accroche au pouvoir? Est-ce que ça ne l'intéresse pas véritablement? Puisque le 5 septembre dernier, le gouvernement en Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi qui a été voté à l'Assemblée en l'absence de l'opposition qui a claqué la porte. Pourquoi l'Assemblée? Les absents n'ont pas tort. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste. L'opposition a raison de partir. Ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Elle demande le droit à la Constitution 1992. On lui remet la Constitution dans les détails à rediscuter. Et l'opposition a l'expérience dans les discussions avec le pouvoir. L'opposition sait clairement que le pouvoir veut gagner du temps, c'est tout. Je reviens encore une fois. Ils ne veulent pas de l'alternance. Ils sont réfractaires à l'idée d'alternance. Ce n'est pas autre chose. Sincèrement, Pierre Dame, est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a pas fait des efforts? Il y a 2 mois, personne n'imaginait qu'on allait introduire un tel avant-projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est à votre studio ici que j'avais expliqué que quand une IRPT est en difficulté, il provoque un dialogue, une discussion. Oui. Il se bloque, il rejette tout de l'opposition, et s'il n'est pas en mesure de rejeter toute l'opposition, il accepte et il signe un accord qui n'applique pas. Et après on revient au dialogue, à la discussion. Ils savent que le Togo entier demande la Constitution de 1992. Mais quand ils parlent même de référendum, ce que l'on a écouté au cours de la tournée de la commission à Wanana, est-ce que ce n'est pas suffisant pour servir de référendum? Les manifestations dans le pays, depuis Dapaon à Lomé, les Togolais ne sont jamais sortis aussi nombreux. C'est suffisant, non, pour faire réagir un chef d'État pour dire, écoutez, il faut réfléchir à cette situation? Non. Tenons bon, ils vont finir par se fatiguer. C'est ça, le mot d'ordre. Vous vous fatiguez aujourd'hui. On a vu la dernière manifestation à Lomé, il n'y a pas eu beaucoup de monde, contrairement au 6 et au 7. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis. Je ne sais pas où vous vous situez pour voir ce peu de monde qui est sorti. C'est toujours nous qui avons dit que le 6 et le 7, vous étiez nombreux dans la rue. Oui, et quand le nombre a diminué, permettez que la presse le dise. Il faut plutôt bien observer aussi. Mais vous savez, les manifestations, elles vont continuer. Ah oui? Oui, bien sûr, nous allons continuer. Nous allons continuer. Le 4 et le 5, il y a une marche sur l'ensemble du territoire. Et à l'extérieur du pays. 4 et 5 octobre? Oui, bien sûr. On dirait que vous choisissez vos dates finalement. Vous pensez à une autre date? Vous pensez à une période à laquelle vous organisez vos manifestations? Le 19 vous rappelle une autre date? Non. Août n'est pas loin de septembre, date à laquelle les Togolais étaient allés. Nous n'avons pas référendum. Mais c'est ensemble qu'on a choisi les dates du 4-5. Mais c'est le PNP seul qui avait choisi la date du 19 et du 20. Donc ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire que le PNP avait respecté des dates d'une coalition qui n'existait pas encore. Non. Les dates sont ce qu'elles sont. Donc le 4 et le 5 septembre, vous serez, octobre, excusez-moi, vous serez de nouveau dans la rue. Tout à fait. 5 octobre. Et c'est légal. Parce qu'il y a une loi pour ça. Le 5 octobre. 4 et 5. Ça vous rappelle quelque chose le 5 octobre? Oui, mais le 5 octobre, ça fait partie de l'histoire du Togo. Ce n'est pas une date maléfique, ce n'est pas une date de je sais quoi. C'est une date comme toute autre. Mais le 5 octobre, en 90, est rentré dans l'histoire du Togo. Maintenant, il n'y a pas de mal à manifester un 5 octobre. Maintenant, il s'agit du 4 et du 5. Voilà tout. Au début, vous étiez seul à lancer votre mouvement, les manifestations, les meetings à Mango, à Kara. Ça a été empêché, vous l'avez relevé en son temps. À Sokolé, on vous a vu à Goué, vous avez rempli tout un stade.
personne n'y revenait. Après, le 19, vous vous mettez dans la rue. Vous vous êtes essoufflé, vous avez demandé du renfort à Jean-Pierre Fabre finalement, c'est ça? Non, c'est une cause nationale. Il était hors de question que le PNP mène seul ce combat jusqu'au bout. Et rappelez-vous de la stratégie du PNP. Nous nous sommes dit que chaque parti, individuellement, rappelez-vous de nos messages passés, que notre stratégie c'était que chaque parti se construise individuellement, qu'il fasse la démonstration individuelle de sa capacité de mobilisation, et puis un jour, on se met ensemble, dans la rue. C'est ça le schéma du PNP. Et donc, puisque nous avons fini de faire la démonstration d'une vie active du PNP au niveau de notre siège, d'une animation des meetings, très bien, acceptable, oui, nous avons organisé seule une marche. Après cela, nous allons vers les autres pour travailler ensemble pour sortir ce pays de là où il est. C'est tout. C'est un processus que nous avons conduit de bout en bout, du siège vers les autres, en passant par les meetings et la marche du PNP en tant que parti politique seul et maintenant avec les autres. C'est un processus défini par avance. Oui, aujourd'hui nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux que le peuple togolais se soit approprié cette lutte. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est une marche du PNP. Non, ce n'est pas possible. C'est inexact au lieu de dire, de parler de cette lutte comme étant une lutte du PNP. Non, c'est même un travail de tous les Togolais aujourd'hui. Et je profite pour remercier la coalition, tous les partis politiques qui sont aujourd'hui debout pour offrir à notre pays l'alternance. Il y a 2 jours, un confrère écrivait et parlait d'une certaine récupération de cette campagne de rue, ces manifestations par Jean-Pierre Fabre. Je ne vois pas ça de la part de Jean-Pierre Fabre. Je n'ai jamais lu, quand je regarde le visage de Jean-Pierre Fabre, quand je l'écoute, quand j'échange avec lui, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il est en train de récupérer quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Vous vous entendez très bien dans votre coalition. Est-ce que tout marche pour le mieux pour vous aujourd'hui? Oui, mais on s'entend très bien. On vous impose des choses aussi de l'intérieur, vous n'êtes pas d'accord? Qui nous impose de l'intérieur alors que c'est de l'intérieur que nous décidons? C'est de l'intérieur que nous décidons. Il y a eu beaucoup d'informations selon lesquelles il vous arrive d'imposer votre desiderata aux autres qui sont obligés de suivre parce que c'est vous aujourd'hui la locomotive. C'est les membres du groupe qui vous le disent ou bien c'est des gens en dehors du groupe qui vous le disent? Je veux savoir. Imposer quoi et pourquoi? Le PNP n'a pas vocation à jouer un leadership. Notre adversaire est très clair. Nous ne sommes pas en train de chercher qui est le premier de l'opposition. Non, c'est inutile. Qui mobilise plus à l'opposition, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, il est clair. La Constitution de 92, l'effectif droit de vote de la diaspora, ou bien ce système part. Donc nous n'avons pas d'adversaire à l'intérieur. Non, pas du tout. Nous discutons, ça c'est vrai. On débat, on se met toujours d'accord. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour. Quand on vous écoute en réalité sur vos objectifs, on a envie de dire qu'en réalité, tout au début, vous vouliez que Faure Gnassingbé libère le plancher. Puisqu'il ne veut pas ramener la Constitution de 1992, vous savez qu'il ne ramènera jamais. Vous savez qu'il ne va jamais ramener ça. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de l'alternance, c'est tout. Pourquoi il ne veut pas ramener la Constitution? Ils l'ont dénaturé. Pour lui, aujourd'hui, c'est ou la monarchie ou la Constitution de 1992. La monarchie, nous, on n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Et il a exprimé clairement dans la rue, de Saint-Cassé à Néon et dans la diaspora. C'est très clair. Les Togolais aux États-Unis ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Les Togolais en Europe ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Ils ont même été appuyés par la diaspora africaine, que je remercie au passage. Même les amis du Togo ont marché avec les Togolais à l'extérieur. Avez-vous jamais assisté à un tel tapage sur un problème dans un pays africain? Mais malgré tout, le pouvoir ne bouge pas. C'est vraiment atypique. Comment vous expliquez ça? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est plus de la gouvernance. Un pouvoir bien assis, aimé par son peuple. Un pouvoir sourd, mien, aveugle, je dirais. Je n'utiliserai pas vos mots. Sourd, mien, aveugle, qui est finalement inutile, qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Parce que si je gouverne dans l'intérêt des gens, quand ils commencent pas à crier, je réfléchis et je réponds à leurs aspirations. Quand on gouverne au mépris des aspirations du peuple, on n'est plus digne de gouverner ce pays.
Mais avec ce langage, pourriez-vous vous mettre finalement à table avec ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui pour une discussion sérieuse tout dépendra, et constructive? Tout dépendra de la thématique autour de laquelle on va discuter. Moi, je ne serai pas autour d'une table pour discuter des détails de la Constitution de 1992. Tout dépendra de l'ordre du jour. Et pour l'instant, je ne vois pas l'ordre du jour qui invite, ou en tout cas qui persuade, ou qui garantit la participation de l'opposition à un débat. Je ne vois pas d'ordre du jour. J'entends, on parle de dialogue, de cela, mais au niveau de la coalition, nous n'avons pas une idée précise. Pascal Adjamagbo l'a rappelé, on n'a pas une idée sur l'ordre du jour, de quoi on va parler. C'est important. Le tout, ce n'est pas d'aller se retrouver en dialogue, c'est de quoi on parle. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est vous qui posez le débat sur la Constitution de 92. Nous exigeons quelque chose. Le débat ou le dialogue, nous ne sommes pas autour de ça. Nous n'avons pas enclenché les mouvements pour obtenir un dialogue, pour obtenir une assise autour d'une table. Notre objectif, ce n'est pas d'aboutir à un dialogue. Notre objectif est très clair. Maintenant, si le pouvoir trouve qu'il faut discuter pour arriver à ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'ordre du jour. De quoi on va parler? De quoi allons-on parler à un tel dialogue? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel officiel à cela. On va aller parler des détails de la Constitution de 92, alors que notre demande est très claire. Notre demande n'est pas cachée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des passerelles que vous empruntez pour des discussions de couloir, par exemple, pour amener peut-être Faure Gnassingbé et son équipe à ramollir aussi leur position? Je ne sais pas ce que vous appelez passerelle. Vous comprenez très bien. Moi, je ne sais pas comment on discute dans l'ombre. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Parce que les discussions de d'ombre et de couloir qui ouvrent sur des suspicions, qui ouvrent sur des compromissions, moi, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que quand je parle, je suis très clair. J'aime parler pendant le jour, là où il y a de la lumière. Je n'aime pas parler dans l'obscurité, dans la nuit, dans les couloirs. Je n'apprécie pas les couloirs. Je ne suis pas un homme de couloir lugubre. Et je ne suis pas sûr qu'un de l'opposition aujourd'hui est en train de discuter dans les couloirs et dans la nuit. Non, nous avons posé un problème clair, qu'on en discute dans la clarté devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Voilà tout. C'est la position des amis de l'opposition aussi. Le consensus, elle est très claire. N'est pas dans votre vocabulaire, c'est ça? Consensus autour de quoi? Le problème, il est là. Autour de quoi? Le consensus autour du maintien à vie de Faure au pouvoir, c'est ça? Le consensus autour d'une constitution qui nous apporte de la monarchie, le consensus autour du compteur à zéro, c'est ça le consensus? Pendant qu'on garde les gens arbitrairement en prison, pendant qu'on tue encore, on continue de tuer. Est-ce que vous avez d'autres moyens, sincèrement, est-ce que vous avez d'autres moyens pour arriver à votre objectif sans le dialogue, sans la discussion? Le dialogue autour de quel sujet? C'est quoi l'ordre du jour? Quand on invite des gens à dialoguer, on leur fait connaître par avance l'ordre du jour. Et c'est l'ordre du jour qui détermine les gens à participer à un dialogue. C'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous voyez l'opposition en train de se déplacer et arriver à un débat, à un dialogue, sans connaître par avance l'ordre du jour, sans s'être préparé par avance. C'est quoi l'ordre du jour? De quoi allons-nous discuter? Qui va être autour de la table? C'est aussi important, les acteurs du débat, de la discussion. C'est qui autour de la table? Et sur la table, c'est quoi? C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'a pas de précision sur ces éléments-là, moi, je ne vois pas comment l'opposition va aller à un dialogue. Et je le rappelle, Adjamagbo a dit, mais nous ne connaissons pas l'ordre du jour. C'est un non catégorique finalement. Hein? J'avoue que je ne me fais pas comprendre. Un non catégorique face à quel sujet d'ordre du jour? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même quand vous invitez des gens à venir dans vos studios comme je suis là, de temps en temps, vous envoyez un protocole. Oui. Ah ouais, mais là, on veut que l'on vienne à un dialogue aussi sérieux pour l'avenir d'un État comme le Togo. Et il n'y a pas d'ordre du jour. On se lève, on se lave, et on arrive, on s'assoit, et puis on va demander, c'est quoi l'ordre du jour? Alors, si vous, journalistes, vous me coincez à l'entrée d'une telle salle, et monsieur Achedam, écoutez, vous êtes là, c'est pour discuter de quoi? Je vous réponds comment? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, je ne sais pas. Non, comment ça? Parce que c'est vous qui avez été le premier à lancer le débat sur la Constitution de 92. Nous n'avons pas lancé le vote de la diaspora. Nous n'avons pas lancé le débat. débat. Alors si on vous appelle pour une discussion, vous comprendrez forcément que c'est autour de cette question. Pourquoi vous voulez qu'on devine?
Un ordre du jour à une réunion aussi sérieuse doit être très clair et précis. Même les mots doivent être bien choisis. Moi, j'arrive à la porte d'une salle où on dit qu'on vient à un dialogue. Vous m'interceptez comme journaliste de Taxi FM. Ah, M. Chedam, vous êtes là, vous avez répondu à cette invitation pour le dialogue et je vous en prie, mais de quoi allez-vous parler? Je réponds, je ne sais pas. Vous êtes un bon journaliste. Hein? Merci. Et là, vous allez me ridiculiser. Écoutez, l'opposition arrive à l'entrée de cette porte, ils ne savent pas de quoi ils vont parler, mais ils sont là quand même. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas quel commentaire vous allez faire par la suite. Non, nous n'allons pas nous livrer à une telle... Non. Ça ne se fait pas comme ça. Nulle part. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Très bien. Alors, nous allons marquer une pause pour le journal. Juste après, on va se retrouver dans une quinzaine de minutes pour la deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité, on le rappelle, c'est le président du PNP, Tikpi Achadam. Taxi Presse.